Bonjour Patrick, est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Patrick Chauvel, je suis photoreporter. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quelle a été ta vie dans les grandes lignes, les types de conflits que tu as couverts? Moi, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont montré un peu la direction à prendre. C'était des aventuriers, des cinéastes, des écrivains. Et donc, j'ai voulu suivre leur route. Et à l'époque où j'ai voulu faire ça, c'était la guerre des 6 jours. J'étais pas très brillant comme élève, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, j'ai quitté l'école. Ça m'évitait de passer mon bac à 45 ans. Et je gagnais du temps comme ça. Et je suis parti avec un appareil que m'a prêté Schendorfer et un appareil que m'a prêté Gilles Caron en Israël pour la guerre des 6 jours. J'ai raté toutes les photos. J'ai compris que c'était un métier. J'ai fait un stage à François et après je suis parti au Vietnam. On était en 68, c'était l'offensive du Tet. Donc c'était une année intéressante pour un journaliste, même un journaliste en herbe, surtout pour un journaliste en herbe. Et j'avais la chance d'avoir été adobé par Schendorfer, Kessel et mon père, sa bande, quoi. Et il m'avait laissé une lettre pour Franchini, qui était le patron du Continental, qui était un métis vietnamien corse ou chinois corse, et qui m'a reçu à l'hôtel Continental et qui m'a introduit auprès de tous les grands personnages qui étaient là-bas, c'est-à-dire Jean-Louis Arnault, le patron de l'AFP, Larry Burroughs, le grand photographe anglais, etc. Donc très vite, j'ai eu des gens qui m'ont mis la main sur l'épaule et aidé. Et puis le conflit était très facile à couvrir, puisque les Américains laissaient libre cours à toute la presse. On pouvait aller où on voulait en hélicoptère, assister à tous les combats, au plus près des combats si on voulait. Et donc ça a été à la fois une bonne école et j'ai un peu mangé mon pain blanc aussi, parce qu'après c'est devenu de plus en plus dur de travailler, d'aller au front. Les divers gouvernements et organisations militaires ont compris que du danger et de la précision des journalistes, surtout en images. Mais ça a été une aventure formidable. Donc je suis resté, j'ai couvert j'ai failli dire l'Indochine. Ça c'est l'influence de Schendorfer. La guerre au Vietnam de 68 à 74, où je suis blessé au Cambodge. C'est la même guerre qui s'est métastasée au Laos et au Cambodge. Et donc là, je suis blessé, je rentre. Mais j'avais été remarqué par une agence de presse appelée SIPA. Il m'avait envoyé au Mozambique et en Irlande du Nord. Mais ma base, c'était Saïgon. Et donc, à partir de là, les guerres se sont enchaînées. Et en fait, un matin, je me suis réveillé, j'étais considéré comme un reporter de guerre. Mais ça m'allait bien. J'avais pas d'idée préconçue. Je voulais vivre l'aventure. Je lisais Conrad, Kessel, Kipling. Enfin voilà, je rêvais d'aventure, quoi. Henri de Montfred, les Trois Mousquetaires, le Chevalier de Pardaillan. Voilà, j'étais invincible, jeune et voilà. Et donc c'était un très beau départ, avec toutes les difficultés que peut comporter un reportage. Mais à chaque fois, je revenais. Quand je rentrais à Paris, ou parce que j'étais blessé, ou parce que j'étais entre deux voyages, j'allais en Bretagne, qui est la propriété de la famille, où Pierre Schendorfer, qui était mon oncle, il a épousé la sœur de mon père, s'était installé, breton d'adoption, il est protestant, lui. Il est alsacien, il s'était installé chez nous pour écrire face à la mer. Et à chaque fois, on avait des vraies discussions avec Schendorfer, de temps en temps avec Kessel, de temps en temps avec Lartegui, et tous ces gens-là venaient discuter. Et en plus, du côté de ma mère, son cousin, c'est le capitaine Luciani, qui commandait les légionnaires à Dien Bien Phu, qui a été nommé capitaine pendant la bataille de Dien Bien Phu. Et donc tous ces gens-là étaient à la fois des gens qui avaient vécu l'histoire, la guerre d'Indochine. Donc mes deux oncles, en fait, étaient à la guerre d'Indochine. Et mon grand-père a participé aux accords de Genève avec Mendès France. Et en fait, je l'ai appris après. J'étais dans la villa où ça s'est négocié. Et il y a une photo où ça se passait à Versoix, en Suisse. Je raconte ça parce que c'est lié à l'histoire avec un grand H. Mon grand-père, il était officier en 14, il est blessé. Ensuite, il est diplomate. Et donc, il reçoit Mendès France dans cette villa, qui est loué par le gouvernement français. C'est les discussions avec les Lucteau, avec
les Vietnamiens. Et la presse n'a pas accès au parc ni à la villa. Elle est bloquée devant une grande grille. Derrière la grille, il y a les militaires suisses qui protègent les accords de la discussion, la conférence. Et en fait, ma sœur et moi, on a 4 ans et 5 ans, curieux, on avance vers la grille et on regarde les journalistes. Et en fait, ils font une photo de nous deux. Et c'est la seule photo qu'ils ont des discussions pour les accords de Genève. Et donc, j'ai le papier avec la photo où il y a marqué les petits-enfants. Et donc, Schendorfer se barrait en me disant, quand je suis revenu du Vietnam, en disant, tu vois, il y a 14 ans, tu étais déjà dans l'histoire de l'Indochine. Et maintenant, tu publies, mais avant, tu étais sur la publication. Donc, il y avait une espèce de truc de destin. Et Pierre était important pour moi, parce que quand j'étais en pension, je dormais sur son canapé un week-end par mois. Et je me rappelle, il m'achetait des maquettes d'avions allemands. Messerschmitt, Focke-Wulf, Stuka, Henkel. Et donc, je mettais, comme je venais qu'une fois par mois, je mettais quelquefois 3 mois à finir la maquette. Il avait un hôtel particulier. Il était au 3e étage. Dès que la maquette est finie, il l'achetait par la fenêtre. Elle explosait au sol et il disait, ça fait un boche de moi. Et au bout de 4 ans, il m'a nommé, il a dit que j'étais un as de l'aviation parce que j'avais à moi seul abattu à peu près 30 chasseurs bombardiers allemands ou chasseurs tout court. Et on avait, Pierre et moi, détruit la Luftwaffe. Et donc voilà, c'était des moments importants. Donc j'ai aussi fait la guerre contre les Allemands, avec un peu de retard. Et enfin bref, plus sérieusement, tous ces gens-là, avec de l'humour et de l'humilité, me racontaient des histoires quelquefois un peu exagérées, comme Kessel, mais avec un talent fou. Ça me fait penser à la phrase de Alexandre Dumas, qui j'ai souvent tordu le cou à la vérité, mais je lui ai fait de bien beaux enfants. Alors, le métier de journaliste, c'est tout le contraire. C'est de rester les faits, rien que les faits, et les faits sont têtus. Mais ce petit côté romantique, de garder que les bons moments, on va dire, je trouvais ça très beau, et surtout, ça te porte vers l'aventure, et ça te fait oublier les drames épouvantables, et ça te permet de continuer, de trouver un peu de beauté dans tout ça, un peu de romantisme, comme disait Pierre, la petite bougie allumée au bout du tunnel. Donc voilà, c'est ces gens-là qui m'ont porté, et c'est après les rédacteurs en chef, les amis dans la presse, des grands reporters qui ont été des mentors, et les événements, et la cause même de chaque événement qui m'ont porté. Ouais, on parle aujourd'hui beaucoup de storytelling, le fait de savoir raconter l'histoire, même si effectivement en tant que journaliste tu peux pas te détacher des faits, tu peux pas manipuler, mentir, inventer, etc. Mais par contre il faut savoir raconter. Ça nous fait une bonne transition pour parler un peu du film de Schendorfer. Enfin, il a fait beaucoup de films dans sa carrière, mais il y en a un qui était très important parce qu'il a raconté l'histoire d'une manière intéressante, et pour le coup c'est le film de Dien Bien Phu qui est long, dans lequel il a voulu s'attacher beaucoup à la vérité. J'imagine, dans le réalisme des scènes. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet? Parce que toi, tu as été photographe de plateau et aussi acteur de ce film. Tu vas pouvoir nous en parler. Et c'est ce sujet qu'on a choisi de mettre en avant dans Défense ce mois-ci. On montre tes photos qui ont été faites en argentique à l'époque. Et c'est des photos rares d'une guerre, enfin du tournage d'un film de guerre. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est-à-dire que la guerre d'Indochine, c'est ce qui a fabriqué l'homme qui est devenu Schendorfer. Quand il répond à une annonce de l'armée française, une petite annonce, qui demande à un volontaire pour aller couvrir les événements en Indochine. C'est pas que les conflits, c'est aussi beaucoup de remises de médailles, hein. C'est le service cinéma des armées, service de presse de l'armée. Parce que leur caméraman et photographe Koval est tué dans une rizière. Donc il remplace ce type. Et il arrive là-bas, mais c'est un jeune homme de 24 ans, et il n'est pas militaire du tout. Donc il est engagé, alors je sais pas comment ça s'appelle, je crois que c'est à titre civil, ou je sais pas comment ça. C'est un contrat. Il a donc le titre de caporal. Et, il a les prérogatives, mais pas l'autorité. Il rencontre un photographe, Pierre, lui, il est caméraman, qui s'appelle Jean Perrault,
qui est plus âgé que lui, qui doit avoir à peu près 30 ans, qui a été fait prisonnier pendant la Deuxième Guerre mondiale, déporté. Et ça, ce sera important pour la suite. Et c'est son mentor. Et donc Pierre Schoenhofer fait des remises de médailles, fait quelques combats dans le Nord. Il prend un petit éclat dans le mollet, je crois, à un moment donné, donc il se repose à Hanoï. Et Perrault est à Dien Bien Phu. Et à un moment donné, Perrault l'appelle en disant « c'est ici que ça se passe, arrête de glander et de pleurnicher sur ta petite blessure, viens ». Et Pierre saute sur Dien Bien Phu avec un des derniers sauts, enfin peut-être 3 semaines avant ou 2 semaines avant. Il faudrait regarder la date, mais il a jamais sauté en parachute de sa vie. Donc il saute quand même sur un saut très bas sous les tirs Viet Minh et de l'armée régulière vietnamienne, nord-vietnamienne. C'est pas simple quand même. Il est pratiquement en chemise à fleurs avec sa petite caméra. Il avait mis, c'était Bell OL avec 3 optiques sur un plateau tournant. Pour protéger les optiques de la poussière et de l'humidité, il avait mis des capotes anglaises dessus. Il appelait sa caméra sa petite pute. Donc il saute sur Dien Bien Phu, il photographie, il filme tous les combats. Enfin, il filme. Et au moment où il y a la décision de faire taire les armes, c'est pas une reddition, hein, c'est un cessez-le-feu. Pierre cache ou casse sa caméra et cache ses films dans la boue. Et puis voilà, il est fait prisonnier et à un moment ils sont dans un camion avec Jean Perrault et Jean Perrault lui dit « j'ai juré de plus jamais être prisonnier, je te préviens au prochain virage je saute du camion ». Le virage, parce que comme ça le camion de derrière ne voit pas. Et donc il saute, Pierre saute derrière lui mais se prend la Ranger dans le filet de camouflage métallique. Il arrive à se dégager, mais ça claque contre le camion. Donc le camion s'arrête et ils partent à la poursuite de Pierre et de Perrault, qui courent dans la jungle. Et en fait, Pierre trébuche de nouveau et se cache dans une mare. Perrault continue. Et les Viet, en revenant, trouvent Pierre. Donc le recapture, il se fait tabasser, il perdra un rein. Mais on n'a jamais revu Perrault. Perrault a totalement disparu. Les Viet disent qu'ils l'ont pas trouvé, les tribus locales non plus. Enfin, et ça a été une sorte d'obsession chez Pierre. Il avait la photo de Jean Perrault sur son bureau. La nuit, il se réveillait la nuit en criant « Jean, les Viet, les Viet ». Ça a été une sorte d'obsession pour lui. Et quand on tournait le Krap Tambour, on avait tourné à un moment donné au nord de la Thaïlande, le long de la rivière Kwai, et en face, c'était la Birmanie. Et quelquefois, on trouvait pas Pierre le matin, et l'assistant me disait où est-ce qu'il est, on l'attend pour tourner, et moi je savais où il était assis au bord de la rivière qui charriait cette espèce de d'eau boueuse, rouge, jaune, et en face, tu avais les montagnes de jungle avec de la brume, et Pierre fixait ça, en pagne, avec un verre de rouge, et je disais, Pierre, il y a toute l'équipe qui t'attend, et il sursautait en disant, si ça se trouve, il est là-haut, au-dessus des nuages, avec plein de femmes, de l'opium, et il pensait à Jean Perrault encore. Ouais, c'est vraiment un romantique, en fait, Pierre. Ouais, et comme je dis, cette guerre a été formatrice pour un jeune homme de 24 ans il n'a pas vécu la Deuxième Guerre mondiale non plus. Il était vivant pendant la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, mais il était à la fois trop jeune pour participer à cette guerre, et puis sa famille l'a protégé d'une certaine façon. Donc, sa première aventure d'homme et de guerre, c'est l'Indochine. Et en fait, le thème de Pierre, c'était les hommes ont un destin tout tracé, voulu ou pas. Et à un moment donné, dans la vie d'un homme, tu t'écartes de cette ligne. Et c'est là que ça devient intéressant. Pourquoi? Et comment tu reviens à la ligne ou pas? Et il a donc choisi les militaires parce qu'il disait que la ligne tracée de ces aventuriers en uniforme est plus évidente en fait. T'as l'honneur qui est en jeu, t'as la discipline, t'as toutes sortes de choses. Et puis très marqué par le courage des combattants et la camaraderie qu'il avait rencontrée en Indochine. Ça a toujours été son thème, c'est-à-dire l'honneur, la piste. Et il m'a transmis ça aussi. C'était très important pour lui. Ne jamais mentir, d'avoir une piste. En revanche, bon, il me disait c'est très compliqué
Parce que quand on était sur le tournage de Dien Bien Phu, c'est un tournage extraordinaire, hein, plus de 6 mois, 4000 soldats nord-vietnamiens qui vont jouer le rôle de leurs ennemis et le rôle de leur père. L'armée française qui prête, je ne sais plus combien, 50, peut-être 70 soldats, des vrais soldats français qui vont venir jouer le rôle de leur père, sans doute. Recréer la cuvette de Dien Bien Phu dans un espace qui appartient aux militaires au nord d'Hanoï. C'était un moment très fort parce que les tanks qui vont servir au tournage sont les vrais tanks qui ont combattu à Dien Bien Phu, que les Vietnamiens avaient capturés. Les canons de 105 américains, c'est les canons qu'il y avait à Dien Bien Phu qui ont été récupérés. Beaucoup de soldats vietnamiens qui ont joué dans le film, leur père s'était battu à Dien Bien Phu. Donc c'était un tournage très fort, très puissant. Faut pas oublier que dans les années 90, le Vietnam s'ouvre à peine, qu'un drapeau sud-vietnamien de cette taille-là sur une glace à la vanille, c'est 10 ans de tôle. On a quand même mis un drapeau français immense sur la citadelle d'Hanoï avec des légionnaires en képi blanc qui patrouillent au vu de tout le monde. D'ailleurs, le gouverneur militaire d'Hanoï a dit à Pierre, pas mal pour un petit caporal, vous avez repris Hanoï sans un coup de feu. Et donc le tournage était très étonnant, à la fois pour les jeunes soldats français qui jouaient le rôle de leur père, pour les Nord-Vietnamiens qui jouaient le rôle de leur père ou de leurs ennemis. Pour le gouvernement vietnamien, c'était important parce que dans le scénario, c'est quand même une victoire vietnamienne. Et pour la population d'Hanoï, puisqu'ils ont été sidérés. On se baladait quand même dans les rues d'Hanoï en jeep, en uniforme de l'époque. Les Dakota passaient en rase-motte au-dessus d'Hanoï pendant le tournage, pendant 6 mois. On a recréé une piste d'atterrissage. Enfin, l'équipe du tournage. 4 kilomètres de tranchées, des Dakota qui viennent des États-Unis, des Bearcat, des sauts en parachute au-dessus de la cuvette, des tirs avec les vrais canons. C'était un tournage complètement délirant. À la fois important pour tout le monde et délirant. Et puis moi j'ai adoré, je me rappelle, Paris Match avait fait, 15 pages, et on m'avait dit, qu'est-ce que ça te fait de faire des photos de guerre, de fiction? Je dis pas, déjà, contrairement à la presse, on est payé. C'est déjà un premier point. Et deuxièmement, si tu rates tes photos, comme la scène va se répéter 3 fois, t'es sûr de pas te gourer, quoi. Et tu risques rien. Cela dit, quand j'ai photographié les assauts viet, ils faisaient ça avec tellement de conviction, et les explosions tout autour, qu'à un moment donné, tu te demandais si t'allais pas fuir, quoi. Parce que quand même, je sais pas si vous avez vu la fin du tournage où les Viet débordent partout, c'est hyper impressionnant. C'est des milliers de mecs qui arrivent, quoi. Ouais, c'est pas des images à l'ordinateur comme on voit dans Le Seigneur des Anneaux. Ah non, là, c'est vraiment des bodeuils qui attaquent, quoi. D'ailleurs, sur le tournage, à un moment donné, il y a un colonel vietnamien des parachutistes qui est venu avec son groupe. On savait même pas que les Viet avaient des parachutistes. Et donc, ils ont joué les rôles du 5e Bavoine. Et dans une des dernières contre-attaques françaises, avec les tanks pour reprendre, je sais plus si c'est Gabriel, il y a une contre-attaque française. Pierre a expliqué au type, bon, on va mettre dans le blocos, dans le bunker plus loin, un explosif commandé par l'artificier. Est-ce que vous pouvez, tout ça avec un traducteur, en montant à l'assaut, jeter une grade au plus près de la meurtrière, parce qu'elle est à 50 mètres de haut quand même. Et comme ça, il déclenchera l'explosion quand l'œil perd de vue la grenade, quoi. Et on avait remarqué que, donc lui, évidemment, dans le rôle, il n'est plus colonel, il est capitaine. Et il a un uniforme camouflé français. C'est marrant, parce que c'est un colonel de l'armée nord-vietnamienne. Et on a remarqué que c'était vraiment un groupe sérieux, parce que ces hommes ne le quittaient jamais des yeux. Chaque mouvement, chaque geste, ils l'observaient et ils obéissaient Et l'artificier était planqué derrière la meurtrière pour voir arriver le truc et ensuite se cacher et faire Et en fait, le type, en courant, a lancé la grenade pile à l'intérieur de la meurtrière, en pleine gueule de l'artificier. 4 fois de suite. C'est-à-dire que c'est pas un hasard. Chaque fois, il n'a pas raté. Donc là, on a compris qu'on avait affaire du très très sérieux. Et à un moment donné, moi, je m'étais changé et
il avait remarqué que j'avais une cicatrice correspondant à une blessure par balle. Et le colonel a dit au traducteur, il a posé la question et j'ai dit, c'est les Américains à Panama. Et là, il a eu un grand sourire, il s'est dessapé. Il a fait, ça c'est les Américains, ça c'est les Chinois, ça il en avait partout. Et j'étais sidéré parce qu'il avait l'air d'avoir 20 ans. Les visages asiatiques sont très lisses. Donc il y a eu plein de rencontres, il y a eu des mariages entre des comédiens français et des Vietnamiennes. Il y a eu plein d'histoires. À un moment donné, Pierre voulait qu'un type de nuit saute au plus près avec la mise au point de la caméra sur un endroit précis. C'est l'histoire des types qui sont tombés dans les fosses communes. Ils ont sauté la nuit, ils sont tombés dans la fosse commune. Donc Pierre voulait raconter cette histoire. Et parmi les Français, les soldats français, il y avait les parachutistes. Il dit, est-ce qu'il y a un type qui est capable de sauter assez précisément avec un vieux parachute quand même. Et c'est de nuit. On met une petite lumière, mais... Donc le Dakota Road École, il y a un type qui s'était porté volontaire, pile dessus. Pierre est étonné, coup de bol, 3 fois, pile dessus. Puis un jour, les militaires faisaient la fête, on avait une espèce de camp, une base qu'on avait en préfabriqué, mais on n'était pas habité, ils faisaient la fête entre eux, et en fait, il avait la médaille militaire, le type, il fêtait ça. Donc Pierre a dit, donc c'est pas un hasard, je sais pas qui est ce type. Et puis souvent, il partait, il faisait du jogging avec son appareil photo vers le nord du terrain militaire. Alors les Viet avaient dit, n'allez pas au nord du terrain militaire, là où il y a des grandes antennes. Donc plusieurs fois, il s'était fait remonter les bretelles, lui. Et on a appris après le tournage qu'il faisait partie des gens qui avaient été arrêtés en Suisse pour le Rainbow Warrior. Donc lui, s'était porté volontaire, c'est un peu du boulot, quoi. Il était allé voir un peu ce qui se passe. Mais il tombait pile à chaque fois. Je l'ai rencontré il y a pas très longtemps à l'ECPAD. C'est vrai que, ouais. Enfin, c'est pour la petite histoire. Mais c'est le tournage était très long, difficile parce que c'était très physique. Pierre voulait qu'on tourne tout le temps sous la pluie, si possible. Donc de l'orage, de la boue. Il y a des comédiens qui étaient épuisés, qui en pouvaient plus, qui en avaient marre. Le problème de ce tournage, à un moment donné, c'était Pierre ne voulait pas faire un film américain. Donc quand les canons faisaient trop de flammes, il voulait pas tourner. Quand un personnage prenait trop de place au montage, il le coupait. Et du coup, la jeune génération a eu du mal à suivre ce film, parce que tu perds le fil tout le temps. Parce que Pierre ne voulait pas qu'il y ait d'un ou deux personnages, parce qu'il disait que le héros du film, c'est la bataille. La bataille en général. Donc c'est très bien pour les anciens de l'ado, qui connaissent tous les détails, qui comprennent les clins d'œil. C'est un peu comme deux mecs âgés qui se parlent, et il dit 3, et le mec est mort de rire, parce que c'est la 3e blague. Sauf que les jeunes n'ont pas compris, et donc ça a eu un peu de mal vers le public jeune, ce film. Ce qui est dommage. Et c'est là où on revient à ce que dit Dumas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu augmentes pas un petit peu le récit sans mentir, pour donner un petit côté romantique, un peu plus beau, un peu plus attrayant, tu vas pas faire venir le public. Or, le rôle de la fiction, c'est de raconter la grande histoire à des gens qui ne s'intéressent pas au reportage. Il faut aller les chercher. Et où tu vas les chercher, c'est dans les sentiments. Tu mets l'acteur qui joue le rôle du vrai personnage un peu plus beau que le vrai personnage, etc. que ça. Mais c'est pas un mensonge. Tout ce qui est dans le film est vrai. Sauf que voilà, il faut un peu booster tout ça. Alors les images du film sont sublimes, surtout les miennes, bien entendu. Mais voilà. Et c'est des images qui représentent des moments très importants de cette bataille, comme l'affiche du film qui représente l'arrivée des parachutistes de Bijar, qui d'ailleurs sont venus en renfort pratiquement au dernier moment, et qui ont remonté le moral de tous les gens dans la cuvette. Bon, ça n'a pas marché parce que dès le départ, je pense que cette opération était vouée à l'échec, parce que le gouvernement français s'engueulait, parce que tout... Enfin, bon bref, là c'est la petite histoire derrière, il faut lire le livre de Bernard Fall, L'enfer dans un tout petit coin, comment ça s'appelle? Hell in a very small place. Voilà, l'enfer dans Et c'est les paras qui ont sauté pour l'honneur et les copains, en sachant que c'était la fin, quoi.
je sais pas si c'est les paras qui ont fait ça, parce qu'après, il y a eu un autre saut de volontaires où il y a eu des cuistots et plein de mecs qui sont portés volontaires. C'est là où les mecs ont fait ça pour les copains. Ben, c'est vrai que Pierre, ce qui l'intéressait aussi, il disait ce qui est très étonnant, c'est que vous avez des mecs qui sont battus héroïquement pour des collines de boue. Aucun intérêt, ni personnel, ni pour personne. Et il disait à la fin, on revient toujours à la même chose, c'est qu'on se bat pour le camarade à gauche et le camarade à droite. On laisse pas tomber les copains, en fait. Et le film est intéressant là-dessus. Alors, après, tu voyais bien qu'il y a des jeunes qui avaient des vues différentes. Par exemple, il y a un jeune acteur qui est celui qui annonce la chute de Dien Bien Phu dans le bar où tout le monde se retrouve. Où là, c'est un clin d'œil à Graham Greene sur l'Indochine, si tu veux. Donc, et il rentre et il crie à la cantonade hurle, Dien Bien Phu est tombé. Et Pierre a dit coupez. Et il a demandé à l'acteur anglais qui jouait Graham Greene, mais qui est un pro, un acteur, comment tu l'annoncerais toi? Donc sans tourner, l'acteur anglais vient et il prend le rôle du français et il va au bar et il demande à la barmaid, il dit pas un mot, il demande un whisky. Il boit et ensuite il se retourne dos au bar face à tout le monde et d'une voix blanche et il dit Dien Bien Phu est tombé. Et c'est beaucoup plus fort. Pierre dit à l'acteur, tu annonces une nouvelle énorme, n'en rajoute pas. C'était terrible. Dien Bien Phu est tombé, tu cries pas ça. Tu bois un coup d'abord et puis ensuite tu le dis. Et il y avait toute cette recherche, tu vois, de cette retenue qu'avait Pierre. C'est le côté protestant peut-être, je sais pas. Pierre était un type très humble, très retenu, qui voulait juste dire les choses, mais tu vois, c'est sur le rasoir, quoi. Et ça, c'était pas facile à faire sur une fiction, évidemment, puisque une fiction, c'est en général la réalité augmentée. Or, Pierre, il descend un peu le truc pour être au plus près de la vérité. Mais soit c'est vraiment très... Et à un moment donné, quand t'es dans cet endroit-là, tu peux décrocher, en fait. Le public décroche. Il n'y a plus l'importance du romantisme, tu vois. Même si c'est très, très romantique, justement, d'être humble, comme ça. Donc, mais c'était passionnant comme tournage. Passionnant, parce qu'on a vécu... il y a eu des blessés, il y a eu des mariages, et histoires d'amour. L'ambassadeur de France, Blanche Maison, un type extraordinaire, nous a reçus pour le 14 juillet. Les faux et les vrais militaires ont défilé dans l'ambassade. Il s'est pris pour De Gaulle. T'avais quand même 80 soldats français, plus une trentaine d'acteurs habillés en tenue de l'époque qui ont défilé devant le drapeau français. Et même ça, c'était pas vrai. Donc il y a eu des scènes complètement délirantes. Nous, on est parti faire la foire à Hanoï, ce qui était totalement interdit, hein, parce qu'on avait un camp de base à 60 bornes, et t'avais la vraie armée vietnamienne qui ceinturait le camp. Mais on était quand même les gens du tournage. Donc moi, un soir, je suis parti avec une Jeep habillée en pilote, avec un comédien qui était habillé en para de l'époque, et on est parti faire la fête à Hanoï, dans les bars. Ça a moyennement plu. À un moment donné, on tournait à Hanoï, il y avait une foule de Vietnamiens qui regardaient le tournage, avec une corde pour contenir le public, et il y avait le tournage. Et moi, je m'étais mis à l'extérieur, et je faisais des photos de la scène en large, et là, il y a un monsieur d'un certain âge, avec un pantalon 3 cours et une veste de pêcheur chinois, et un vélo chinois un peu brinque-ballant, qui me parle en français, qui fait « Bonjour, vous faites partie du tournage ?» Je dis « Oui, tout à fait, monsieur. » « Et est-ce que vous êtes bien reçu par le peuple vietnamien? Comment ça se passe ?» Et donc, je lui réponds gentiment. J'aurais pu lui dire « Écoute, lâche-moi, je travaille, je sais pas. » Et il me dit « Vous êtes photographe sur le film ?» Je dis « Oui, tout à fait. » Et je dis « Et vous, monsieur, qu'est-ce que vous faites ?» Je pensais qu'il allait me dire à la retraite. « Je suis le gouverneur militaire de Hanoï, de la région nord. » Là, ils sont fourbes, hein. Faire attention. Donc, mais t'as les officiels et à un moment donné, Diap a demandé à venir sur le tournage. Et Pierre est rentré dans une colère noire. Il a dit c'est hors de question. Donc là, le producteur
a dit, attends, c'est un problème, on a quand même l'autorisation des Vietnamiens de tourner, ils nous prêtent 4000 soldats. Pourquoi tu fais ça, Pierre? Tu respectes l'ennemi. Même moi, je lui ai demandé. Et ils se sont battus eux aussi. Tu vois. Qu'on soit d'accord ou pas avec leur cause, ils se sont battus, ils ont eu plus de 15 000, 20 000 morts. Et Pierre a dit, je respecte le soldat. Mais le type qui m'a fait voir ce que j'ai vu de plus noir en moi, et j'ai vu des hommes extraordinaires, magnifiques, devenir des salauds. Et ça, c'était exprès de la part des Viettes. Quand on était prisonniers, ils nous ont fait marcher dans la jungle, tourner autour de zones marécageuses où il y a la malaria, sous-nourrir, fait travailler, donner des faux espoirs, en disant vous allez être libérés, faites un autre camp, vous marchez 4 jours. Les types tombaient sur les bords de la route, étaient exécutés. D'autres mouraient tout bêtement la nuit, etc. J'ai vu des types formidables devenir des salauds pour un grain de riz. Et j'ai vu en moi le salaud que je pouvais devenir parce que j'étais désespéré. Et ça, je leur pardonnerai jamais. D'avoir vu la partie noire de mon âme. Donc non, diable vient pas sur le tournage. Il aurait respecté les prisonniers parce que le ratio de cette marche des prisonniers français, marocains, algériens, subsahariens, vietnamiens a été un calvaire et le ratio de morts en l'espace de quelques mois est plus important qu'à Auschwitz. Il y a quelques livres qui en parlent. Hein. Et donc Pierre n'a jamais pardonné ça, jamais pardonné. Ça m'a servi parce qu'il m'a dit fais attention à la bête qui est en toi, fais très gaffe. Parce que si tu la connais pas, elle peut sortir te surprendre. Et il a dit là j'ai vu mes limites d'homme bien en fait. Et j'avais pas envie de voir ça, ni chez les autres, ni chez moi. Et je me rappelle que quand moi j'ai eu une situation un peu compliquée au Liban, où à un moment donné les types m'ont condamné à mort, ils m'ont foutu contre un poteau, ils ont exécuté un type devant moi, et ensuite ils m'ont mis à sa place. Et j'ai pensé à... Pierre m'a vraiment sauvé la mise, là. J'ai pensé à ça. D'abord j'y croyais qu'à moitié, mais ils ont quand même plingué un mec devant moi. Et tu sens une espèce de peur animale qui te saisit, tes genoux. Mon obsession c'était de bloquer mes genoux, pour rester droit. Et je pensais à Pierre, c'est-à-dire, tu peux pas voir en toi cette peur, quoi. C'est pas évident. Essayer de te tenir. Et en fait, les mecs ont tiré au-dessus, à 1 mètre au-dessus. Donc j'ai reçu plein de bouts de pierre, etc. Et là, je suis devenu fou. J'ai compris la réaction de Pierre. Parce que quand le mec a éclaté de rire et qu'ils m'ont enlevé les cordes, je lui ai sauté dessus. Et il a fallu qu'il me file des coups de crosse pour me décrocher du mec, parce que j'ai vu ce qu'il avait essayé de faire. De voir, parce que j'avais vu l'autre mec. Alors ça, c'est l'erreur qu'ils ont fait. C'est que le mec qu'ils ont amené, qu'ils ont vraiment exécuté, pleurait et s'accrochait à eux. Pour pas aller sur le poteau, il se tenait à eux, il pleurait, il tombait à genoux. C'était une scène terriblement triste, lamentable. Il bavait, enfin, tu vois. Ils auraient jamais dû me montrer ça. Parce que peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais pas été averti sur ce que je risquais de devenir ça. Mais c'est aussi la philosophie de Pierre quand il raconte que se tenir, c'est absolument nécessaire pour les autres et pour toi-même. Donc tout ça, c'est dans le film aussi. La rigueur, mais c'est pas aussi simple que ça en a l'air, tu vois. Mais c'est des choses qui m'ont accompagné, et je pense que la fiction est hyper importante, parce que tu vois, tu prends un exemple de Blood Diamonds, par exemple, le film avec DiCaprio. Il y a eu beaucoup de documentaires sur le trafic de diamants, les trafics illégaux, qui servent à payer les armes qui vont tuer beaucoup de civils, des guerres ethniques, etc. Ça n'a pas fait grand-chose, ça a été vu à minuit sur Arte ou 11h du soir par des gens qui s'intéressent à ça, mais ça n'a pas atteint le grand public. Ces documentaires vus par des gens qui s'intéressent à l'histoire ont financé une fiction, ont rajouté DiCaprio et quelques histoires un peu comme ça. Le film a eu un impact énorme, donc déjà tu as tout un public qui s'intéressait pas à cette histoire-là, qui s'y est intéressé, et en plus ils ont changé une loi à Anvers à cause de l'impact du film. Donc si tu veux raconter une histoire, c'est des étapes, et on fait partie de pions. T'as le soldat, le civil qui va raconter son histoire,
ou l'histoire de son camarade, à toi, à moi. Nous, on va la raconter en images ou en texte ou en caméra ou en radio, peu importe. Et ça va être repris après peut-être par un grand écrivain, un metteur en scène, qui va augmenter peut-être une certaine réalité, mais c'est basé sur une histoire vraie, qui va intéresser un public encore plus large. Donc c'est pour ça que c'est passionnant et c'est intéressant et que c'est très utile, parce que c'est quoi notre but et notre envie, c'est que l'histoire qu'on connaisse l'histoire, qu'on perde pas la mémoire. Et les jeunes aujourd'hui, tu leur parles de Dien Bien Phu, ils pensent que c'est un groupe rock. Et l'idée de Pierre, c'était qu'on sache ce que c'est. Alors malheureusement, le film était trop près de la vérité, trop intimiste, pas assez américain. Pas assez américain. Ça a touché le grand public. Catalifo, qui joue le rôle du fringant officier français, il aurait pu devenir une star sur ce film parce qu'il jouait très bien et que son rôle était magnifique, sauf que Pierre l'a coupé au montage. Tu l'as pas en continuité, t'as du mal à suivre un personnage. Le canonnier français, l'artilleur français qui s'est conduit héroïquement et qui a tiré un tir tendu au débouché contre l'assaut des Viettes tout seul, qui a arrêté plusieurs assauts, qui est mort d'ailleurs dans l'histoire. C'est une histoire incroyable d'un courage dément. Le fait qu'à un moment donné, le général Allaire qu'on a rencontré raconte qu'il a refusé d'arrêter les combats et il a demandé un ordre écrit, que lui a ramené un soldat qui est allé le chercher, ce qui était hyper dangereux parce qu'il fallait traverser la zone de combat, et qui lui a ramené cette petite note sur un papier rose signé de Bijard. C'est le feu à 15h, je sais plus, 30, je sais plus. Mais pas de drapeau blanc, pas de main levée. Alors dans le film, ils ont fait la scène où on voit les Viettes avec le drapeau sur le QG, les Français les mains levées. Ça, c'est dans le scénario pour que les Vietnamiens acceptent qu'on tourne sur place. C'est pas dans le film. Parce que c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'en fait, Carmen, le grand réalisateur russe, est arrivé une semaine après à Dien Bien Phu, a fait revenir des prisonniers français et a filmé cette fausse reddition une semaine après la fin de la bataille, avec des prisonniers français. Mais c'est totalement bidon. C'est de la propagande. Mais ça aussi, c'est intéressant. Et Pierre a été invité une fois en Russie à regarder les films faits par les Nord-Vietnamiens. Il a cru reconnaître ces images. Donc peut-être qu'ils ont trouvé ces boîtes. À un moment donné, il y a un Viet qui est venu voir Pierre, un type important du ministère, et qui a tout ça avec des traducteurs, qui dit à Pierre, je fais partie des gens qui ont œuvré pour que le film se passe. J'étais à Dien Bien Phu. J'ai compris qu'il y avait des journalistes. J'étais caméraman, j'avais 24 ans. J'étais dans l'armée nord-vietnamienne et j'ai compris qu'il y avait un caméraman français de mon âge. Donc je vous ai cherché. Tout ça avec un traducteur. Et en vous cherchant, j'ai sauté sur une mine. C'est pour ça que j'ai une jambe de bois. Et Pierre s'est tourné vers le type en lui disant « Ah, j'apprends donc que vous avez un pied-à-terre à Dien Bien Phu. » Le traducteur a fait des yeux fous, toi, mais il n'a pas traduit. C'était un tournage vraiment intéressant parce que tu rencontrais tous les acteurs de l'époque qui sont venus au fur et à mesure, des généraux, des gens comme ça. Pierre a accepté ça. Il a juste pas voulu que le type qui a torturé l'âme de ses amis et la sienne vienne, parce qu'il disait déjà n'avait pas à faire ça. Ça sert à quoi de faire mourir les gens comme ça et de les rendre dégueulasses, quoi. Il n'a pas pardonné, mais sans ça, il apprécie le courage des hommes en face, comme il disait, les petits salopards. Ils se battent bien. Et faire ce film pour lui, ça a été un peu comment dire, pas une rédemption, mais ça a été un passage obligé ou pas forcément. Je pense que c'est quelque chose qu'il aurait rêvé de faire et que c'était mais en même temps, c'était une torture pour lui. Oui, parce qu'il revit le truc, quoi. Ouais, je sais pas, tu sais, parce que Pierre était un type qui voulait pas se tromper, quoi, qui voulait faire ce qu'il y avait de mieux. Et t'imagines la pression
par rapport à tes camarades morts ou les survivants de Dien Bien Phu, c'est ta famille. Et tu vas te permettre de raconter leur histoire. C'est délicat, quoi. Et donc, il était très tendu sur le film. Puis c'est pas évident, hein. T'as une scène de bombardement et de mines dans les tranchées et des mecs qui se déplacent à l'horizon, plus les Dakota qui décollent, plus les explosions dans la rivière Namgyong, etc. T'as un comédien en premier plan, s'il zozote, coupé, il faut remettre des explosifs, refaire venir 3000 soldats vietnamiens dans les positions, poser les Dakota, refuel les Dakota, t'en as pour 2 heures, avant de refaire la scène suivante. Enfin, la même scène. Avec 3 caméras. Donc c'est, chaque fois que tu disais moteur, t'enclenchais tout un système de mecs à droite, à 1 kilomètre, un avion, un truc. C'était un tournage épuisant. Et puis Pierre, il était très précis. Tu vois, à un moment donné, moi, par exemple, je suis chauffeur de Dakota, ex-pilote de Normandie-Yémen. Mais comme j'ai une grande gueule, hein, le personnage, le lieutenant Duroc, malgré son âge et ses exploits, il est dégradé à chaque fois. Donc les généraux l'écoutent, mais il n'est pas monté, il aurait dû être général. Mais il a l'ordre de Lénine, la plus haute décoration bolchevique, parce qu'il était pilote de Normandie-Yémen, le vrai mec. C'est une décoration très rare, très importante, qui se porte légèrement décalée au-dessus du cœur. L'ordre de Lénine. Donc, la fille qui s'occupe des accessoires, à un moment donné, on va au théâtre d'Hanoï, c'est la grande scène, moi je suis en uniforme blanc, les costumes ont été faits sur mesure là-bas, à toute allure par les Viettes, et elle met la décoration. Pierre pète un câble. Il dit, mais t'as trouvé ça où? Dans un paquet de Kellogg's, de trésors, c'est dégueulasse, c'est pas comme ça, c'est pas la vraie. Arrêt du tournage, enfin de ma scène en tout cas. Hurlements, coup de téléphone, machin, et finalement il y a un Vietnamien qui dit, écoutez, tel général a cette médaille, on peut vous la prêter, donc c'est la vraie médaille. Et donc, au moment où j'allais tourner, t'avais 2 soldats vietnamiens qui arrivaient avec une petite boîte, et ils la tenaient comme le cœur du Christ. Ils l'ouvraient, avec des gants blancs, il la prenait et il me l'épinglait à l'endroit qu'il faut et saluait la médaille. Je tournais, fin du plan, il me l'enlevait, 10 minutes après on recommençait, il me la remettait. Donc j'ai été décoré de l'ordre de Lénine à peu près 30 fois. Je tenais à ce que ça se sache. Voilà. Il y avait des scènes comme ça, complètement délirantes. Les Vietnamiens ont demandé la musique du film qui a été faite par Delru, qui est magnifique. C'est représenté, tu vois, avec Ludmila Michael qui joue le rôle de la violoniste. Et donc il y a un son déchirant avec cette musique derrière et l'orchestre vietnamien. C'est en fait la complainte. L'idée, c'est la complainte de la France qui pleure la tristesse de perdre l'Indochine. Et ce violon qui est comme ça. Et donc, on mettait du son, et il y avait un orchestre vietnamien qui répétait. Et le jour où on a fait la grande scène, etc., Pierre a dit, bon, on va remettre le son, et les mecs ont dit, pas la peine. Et ils l'ont joué parfaitement. C'est en 15 jours, tout un orchestre, c'est un exploit extraordinaire. C'est montrer que tout le monde était totalement dédié au film, quoi. Tout le monde. Mais pourquoi c'était important pour les Vietnamiens, ce film? Parce qu'on a l'impression que, bon, c'est une victoire pour eux, mais... C'est une grande victoire, et puis c'est la fin de la présence française, quoi. Ça va être le début de la présence américaine, mais ça, ils le savent pas à ce moment-là. Mais, et curieusement, à la fois les Vietnamiens ont une vraie rancœur contre les Français, parce que tu vois quand tu visites l'hôtel Hilton, Hanoi Hilton, ça s'appelle la prison où étaient les pilotes américains, les prisonniers américains à Hanoï pendant la guerre du Vietnam. T'as aussi dans la prison une guillotine.
C'est une prison qui a été construite par les Français. Et en fait, ils en veulent moins aux Américains qu'à nous. C'est-à-dire, pour eux, les cages de tigres, où les types étaient enfermés dans des cages en barbelés hautes comme ça, accroupis, et la guillotine, c'est là. Et ils les montrent aux touristes. Et si tu vas à Dien Bien Phu, là, qui est devenue une belle ville, enfin une ville, ils ont gardé Béatrice et le QG de Castres. Ils ont bétonné avec de la fausse boue, etc., mais t'es quand même sur les lieux. Et à l'intérieur, t'as des scènes reconstituées avec des mannequins. Tu vois des Français vautrés avec des bouteilles de pastis par terre. Enfin, ça te met un peu en colère. Et il y a une tombe dans un espèce de petit carré comme ça, blanche. Et c'est un légionnaire allemand qui a combattu à Dien Bien Phu, qui a financé avec sa retraite cette tombe pour les camarades tombés là. Et c'est Chirac qui en visitant le Vietnam, parce que c'était que lui, que le légionnaire qui avait fait cette tombe, il payait un jardinier nord-vietnamien qui coupait l'herbe. Et c'est Chirac en visitant le Vietnam qui un jour est venu et a été rendre hommage à cette tombe et a fait que le gouvernement français a mis un peu d'argent aussi. Il a fallu attendre Chirac quand même. Et moi j'y suis allé, et c'est marrant parce que j'étais avec le fils de Grimaldi qui est devenu grand reporter maintenant en Ukraine, qui était tout jeune à l'époque, qui faisait son école de journalisme, et on est allé voir cette tombe à Dien Bien Phu, et ému par le fait que les noms qui sont dessus des légionnaires morts sont effacés par le temps, la peinture noire sur le fond blanc est effacée, il a sorti son feutre et il a recrayonné les noms. C'est très beau de voir cette nouvelle génération qui veut que les noms de ces légionnaires ressortent. C'était vraiment une scène que j'aurais voulu filmer, ça aurait fait plaisir à Pierre. Ne pas perdre la mémoire de ce qui s'est passé. C'est pas lui qui l'a dit, mais un peuple qui perd la mémoire est condamné à mourir de froid. C'est-à-dire que c'est toujours pour que l'histoire ne se répète pas. Bon, c'est un peu raté quand tu vois l'Ukraine, mais c'est important qu'il y ait des films comme ça, que l'histoire soit racontée, qu'on n'oublie pas les gens qui se sont battus, quelle que soit la cause. À un moment donné, il y a des gens qui croient à quelque chose et qui se battent. Et comme disait Pierre, on se battait pour le camarade à droite et à gauche. Pour revenir sur les photos que tu as fait de ce conflit, je mis justement lapsus révélateur, parce qu'on a l'impression que c'est des vraies photos de guerre en fait. Et tu l'as dit, il y avait une certaine facilité avec de grands guillemets, parce que quand on voit le niveau des images, je pense à celle où on voit des parents en train de sauter, on se demande comment t'as fait cette image. Aujourd'hui avec une GoPro, on se dirait ok, c'est presque facile, mais là avec un appareil argentique, c'est pas la même. Comment toi tu fais pour bosser? Est-ce que tu peux nous parler un peu de certaines images peut-être et peut-être du décalage qu'il peut y avoir entre des vraies photos de guerre, parce que on est partis ensemble en Ukraine, on a eu cette discussion aussi dans la voiture et tout sur le fait que la guerre c'est pas beau. La guerre, il n'y a pas besoin de la rendre belle. La lumière, on s'en fout. Et là, t'es sur un plateau de tournage, un plateau de cinéma, donc tu vas être obligé de faire aussi un peu de storytelling, raconter, embellir aussi certaines choses. Comment tu vois embellir, c'est pas parce que les scènes étaient belles. Les scènes choisies pour le tournage étaient des scènes fortes, belles. Tout était en place. Quand t'es sur un reportage, tu vois plein de choses, et d'un seul coup, tu vois une scène qui va résumer la situation. Mais peut-être 3 fois dans la journée, si tu as de la chance. Et encore, quelquefois, tu peux la rater parce que tu es en train de regarder ailleurs. Et tu vas d'un seul coup penser que c'est la bonne image, et tac. Et tu vas essayer de résumer la situation en mettant un maximum de choses à l'intérieur de ce petit rectangle. Là, c'était de la mise en scène. Donc chaque fois que j'avais une scène devant moi, c'était une scène réfléchie. Avec la lumière, quand il fallait en créer, par Bernard Lutic, le chef opérateur, et chaîne d'enfer. Et moi, pourquoi j'ai réussi à rendre un peu les choses qui ressemblent vraiment à la guerre? Parce que j'ai la référence de la guerre derrière moi. Donc je choisissais un angle peut-être un poil différent que le tournage, où je me mettais à hauteur d'homme, où je me mettais sur le côté pour que ça soit pas trop évident, enfin, etc. Tu vois, par exemple, la photo d'un des derniers renforts des parachutistes qui ont tourné sur Dien Bien Phu,
Un photographe aurait pu prendre la photo en étant à l'extérieur parce qu'il aurait eu la lumière sur les parachutistes. Moi, j'ai choisi le contre-jour. J'ai choisi le contre-jour parce que ces silhouettes de bonhommes ressemblent tous à des statues. C'est presque un hommage, c'est presque comme des tombes, c'est déjà des morts, ces gens-là. Et en plus, tu as cette aile de Dakota qui souligne le haut des hommes, et puis derrière, tu as un petit avion où il y a marqué Vietnam. Tu vois. Et j'ai été à l'extérieur, je suis allé vers le hangar, j'ai vu les mecs bien éclairés par le soleil couchant. Mais je me suis dit, c'est pas ça, c'est les mecs sont dans leurs pensées, c'est même plus des visages, c'est tous les mêmes en fait, ils vont tous vivre le même destin d'une certaine manière. Donc je me suis mis de l'autre côté. Donc tout ça, c'était des références à ce que j'ai vécu moi, à ce que Schneiderfer m'a raconté. On a tous, quand on a fait des images, que ce soit un mec qui fait des images de sport ou de gars, on a nos références. Et moi, mes références, c'est les histoires racontées par Schneiderfer, par mon père. Alors là, par exemple, tu vois, à gauche, t'as la photo avec la victoire des Vietnamiens sur le QG. Ça, c'est une scène auquel tenaient les Viet, tu vois. Pierre, après, il y a une photo, puisque je suis devant la photo, là, qui est allongée. Le soldat qui le tient par la nuque, avec un uniforme français, c'est un soldat nord-vietnamien, qui joue le rôle du 5e Bavoine. Et en fait, dans la scène qui va se jouer là, il doit parler à un de ses camarades morts. Et il n'arrivait pas à le faire. Donc Pierre a dit au soldat vietnamien qui jouait le mort, pousse-toi. Il s'est allongé dans la boue pour expliquer au mec comment le tenir, comment lui parler. C'est-à-dire que Pierre s'est mis dans le rôle à chaque fois. C'est ça qui est incroyable avec tes photos, parce que on a choisi des photos. Alors c'était très compliqué de choisir dans la maquette. On a quand même mis beaucoup de pages, mais il y a quand même beaucoup de photos. On a mis des photos où on voit Pierre en train de bosser avec son jean dans la boue, qui devait se jeter par terre, j'imagine, pour faire des trucs. Ouais, c'est incroyable. Et tu vois, par exemple, la photo où Pierre est debout avec un Rolleiflex, de dos, à côté de Pierre qui le regarde, on voit le casque du mec, c'est le fils de Robert Hossein qui joue le rôle de Jean Perrot. Et Pierre lui montre comment tenir l'appareil photo et comment se déplacer Jean Perrot. C'est-à-dire que Pierre prend la place de l'acteur. Tellement il est dédié à ce film. C'est pour ça que sur des photos, il est plein de boue. Parce qu'à mon avis, il se jetait par terre, il montrait au type. Quand les types avancent, et là, il y a une photo, ça c'est quoi? Je la vois pas très bien d'ici, qui court dans la boue. Ouais, ça c'est les types qui viennent donner à l'air sous les bombes, sous les mortiers, qui vont venir donner à l'air l'ordre de reddition, je pense. Après, t'as les sauts. Alors, t'avais l'escadron, on l'appelait l'escadron hystérique, mais t'avais les gens de... comment ils s'appellent la Ferté-Alais, là, les types qui ont des avions de collection, qui sont venus avec des L4 et qui lançaient des bombes inertes avec des fausses explosions de flaques. T'imagines comment ils se sont éclatés, les mecs. Parce que tu vois, ils ont volé au ras-motte, ils ont fait des bombardements. Enfin, en France, ils n'ont pas le droit. Et ça, c'est des pilotes français. D'ailleurs, un des pilotes. Alors ça, c'est voilà, ça c'est les deux avions en l'air. Et c'est une des dernières contre-attaques françaises. Il faudra retrouver la date de cette dernière contre-attaque, appuyée par les chars français et l'aviation. Et là, au premier plan, avec l'appareil photo, le réflexe que Pierre tient dans la photo d'avant, c'est le fils de Robert Hossein qui joue le rôle de Jean Perrot. Donc là, c'est Jean Perrot. Malheureusement, le fils de Robert Hossein, je crois qu'il s'est tué en voiture après le film, mais c'est un type très sympa. Voilà, Pierre en pleine réflexion. Parce que ce que me disait Pierre, il me disait, c'est je peux pas me rater là, je peux pas. Mais tu vois, t'imagines la responsabilité, t'as des Dakota, t'as 4000 soldats viet, t'as des soldats, l'armée française a prêté des soldats, elle a prêté aussi Allaire était conseiller sur le film. Et après, il y avait le colonel Cabillot, qui était sur le film aussi, qui a voulu devenir acteur après, parce qu'il était un peu influencé. Pierre, il a beaucoup travaillé au final avec l'armée. Tu parlais de cette vision, cet axe de l'honneur et cet amour pour l'armée française. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent qui sont
Je sais que quand je suis sur le terrain, parfois je parle avec des officiers, même des jeunes officiers qui sont admiratifs du travail de Pierre et de plein de films. Mais parce que Pierre a su raconter leur histoire. Tu vois, il les a rencontrés, leur père. C'est les mêmes. Enfin, on espère. Il a vécu leur sacrifice, leur courage, leur croyance. Il a vu ces officiers comme Élie de Saint-Marc, des gens extraordinaires comme ça qui étaient dédiés à ce qu'ils faisaient. Et il a voulu absolument devenir celui qui raconte, quoi. C'est important. J'essaye de trouver le bon mot. C'est parce que c'était pas un mec admiratif des militaires bêtement. C'était un type qui était plutôt admiratif de la façon dont ces hommes en uniforme sont dédiés à ce qu'ils font. Sont prêts au sacrifice. C'est-à-dire pour eux, c'est l'honneur qui compte, c'est la camaraderie, c'est la fidélité. Et c'est une certaine vérité qui n'est pas forcément celle de ton voisin, hein, mais bon, comme disait mon grand-père, quelquefois tu peux te tromper, et tu sais que tu te trompes, mais va jusqu'au bout et trompe-toi d'une main ferme. Tu vois, c'est toujours cette histoire du destin. Tu vois, la ligne de la main, t'as celle qui est dessinée dans la main gauche et celle que tu vas avoir dans la main droite ou le contraire. Donc t'as ta destinée prévue et après t'as la vie. Et comment tu vas essayer de rester dans ta ligne? Et par moment t'es traversé par la maladie, un divorce, une trahison. Est-ce que tu vas revenir à ta ligne de conduite ou est-ce que tu vas te perdre? Donc ça intéresse Pierre chez les marins parce qu'il aime la mer, il aime l'aventure, il aime l'inconnu, la profondeur, les grands fonds, le courage, les hommes solitaires et l'armée sur les conflits, parce que c'est pareil, c'est là où les hommes ils ont une mission, et est-ce qu'ils vont s'y tenir, et comment ils vont faire, avec toutes les questions qui se posent. Et donc c'est pour ça qu'il se sert de l'armée, parce que d'abord l'armée l'a fait comme l'a fabriqué. En Indochine, il est pas militaire, mais il est assimilé militaire. Et il rencontre cette famille qui devient sa famille, avec le côté Bretagne où il y a son admiration pour les marins. Mais c'est un peu la même chose. Ouais, c'est là où on retrouve aussi la mission du journaliste de transmettre et pour les futures générations et en ayant ce souhait d'être honnête intellectuellement, d'aller vers une objectivité ou ce genre de choses. Toi, dans ta vie, dans les conflits que tu as couverts et que tu continues de couvrir encore aujourd'hui, c'est important pour toi? C'est quoi le message que tu aimerais faire passer? C'est pas vraiment un message, c'est juste qu'on n'oublie pas ceux qui ont fait qui on est devenu. Les gens de la résistance, et il y en a eu peu au début, c'est quand même eux qui ont créé le gouvernement à la fin de la guerre, qui ont installé la sécurité sociale. Enfin, c'est pas que du combat, mais pour pouvoir faire naître le monde de la paix, il a fallu des sacrifices, il a fallu des hommes qui choisissent ce destin, cette route. Et c'est ça ce qu'admirait Pierre, c'est à un moment donné, à quel moment tu décides de suivre cette piste tu connais pas du tout la fin, tu sais ce que tu veux faire, mais tu risques de perdre des amis, tu risques de perdre ta vie, un membre, etc. Et donc là, on revient à l'armée à chaque fois, c'est eux qui sont en première ligne, où Pierre avait beaucoup d'admiration pour ces gens qui, même si, d'abord c'est une famille déjà. L'armée, tu peux tout devenir. Moi, je me rappelle très bien que le peu de temps que j'ai passé, parce que j'ai pas voulu faire ça, je voulais pas perdre de temps. Les gens qui rentraient dans l'armée, il y en avait beaucoup qui étaient des gens qui avaient pas fait d'études et qui sont devenus quelqu'un grâce à l'armée. Parce qu'à l'armée, si t'es pas trop con, tu peux très bien passer ton permis de conduire, ton brevet de parachutiste, tout ça, c'est gratuit, hein. Donc c'était une opportunité. Alors Pierre avait il avait compris cette utilité dans l'armée. C'est l'armée qui a fabriqué Pierre. Pierre, il répond à cette annonce, mais après il vit une aventure incroyable. Comment il l'aurait vécu autrement à 24 ans, surtout à l'époque. L'armée lui a payé un voyage en Indochine, lui a fait vivre des moments vibrants, extraordinaires et un moment historique.
Donc Pierre était fidèle, donc il est fidèle à ceux qui l'ont formé et il essaie de faire comprendre à ceux qui ne connaissent pas ça l'utilité et le courage de ces hommes qui fabriquent l'histoire. Le message, moi, que j'essaye de montrer, on travaille, la presse, d'abord aujourd'hui, elle est en crise, mais c'est pas que pour ça. Ça a jamais été le but final, la presse. Là, c'est bien, ça finance tes voyages, ça fait des publications, mais on sait très bien que ta photo dans le journal, 2 semaines après, elle va servir à emballer le poisson, tu vois, et ensuite à la poubelle. Donc on travaille pas pour l'éternité, mais on travaille pour la mémoire collective, c'est-à-dire que nos archives, nos photos, nos récits vont alimenter les livres d'histoire, les chercheurs vont les regarder, les étudiants qui s'intéressent à ça vont les regarder, et puis surtout ce sera une preuve, si jamais il faut faire condamner Poutine pour nommer personne, qu'il y a eu des civils tués, qu'il y a eu des soldats tués, que les soldats russes morts ont été abandonnés sur les terrains, que personne ne les a ramassés, qu'ils étaient mal équipés. Ça montre le courage des Ukrainiens, ça peut montrer aussi la lâcheté de certains pays européens ou dans le monde qui disent pas de vagues. Et là, l'histoire se répète, ça montre que l'histoire se répète, que 36, 38, Chamberlain, Hitler, il faut pas le vexer, il faut pas l'humilier. Marrant ça. On avait déjà entendu ce genre de phrase. Oui, j'ai confiance en Hitler, il n'enverra pas la Pologne, il l'a promis. Normalement, ça aide à réfléchir, ça aide à contrer les choses, parce que justement, il y a tous ces témoignages qui font qu'on peut se reconnaître certaines... les lumières rouges s'allument et on fait « Ah, ça ressemble à ça, attention ». Et puis tout simplement, connaître son histoire pour savoir qui on est et pourquoi on en est là. Donc, il y a ce message, pas qu'on oublie, ce message est là, c'est le soldat inconnu, si tu veux, devrait pas exister grâce à nous. Sur un autre terrain, de cette femme en Ukraine qui avait été violée et assassinée, c'était un numéro. C'était le numéro tant de femmes tuées, violées. Voilà, mon réflexe avec Florent Marcis, ça a été de mettre un nom sur cette femme. Donc enquête, photo, discussion. Finalement, voilà, elle s'appelait Oksana, elle avait 35 ans. Elle devient le symbole de toutes les femmes qui ont subi le viol de guerre. Tel soldat, Max Levin, qui était grand photographe ukrainien, mon fixeur dédié à son pays, avec des amis dans l'armée, il m'aide à faire connaître l'histoire de son pays. Il est assassiné par les Russes. Je fais une enquête sur lui pour pas qu'on l'oublie. Donc en fait, notre métier, on est contre l'oubli. On est aussi pour donner des explications sur où on en est. Et pour pas que non plus il y ait des gens qui aient des jugements à l'emporte-pièce s'ils connaissent pas la raison de la colère des uns et des autres, ou de la peur des uns et des autres, ou des réflexes des uns et des autres, par rapport à leur passé, tout simplement, à leur vécu. Et nous, on a cette chance et ce privilège de pouvoir aller se mettre dans la merde pour raconter l'histoire aux gens qui n'ont pas cette chance-là, parce qu'ils ont un travail qui est différent et qui peuvent pas le faire. On est un peu les sentinelles. On prévient aussi, attention. Il y a des conflits annonciateurs d'autres conflits. Et nous, on est des lanceurs d'alerte, d'une certaine manière, et en images, en photo, en film, en radio. Voilà, donc moi, je suis passionné, par l'aventure. J'ai le goût du risque, bien sûr. J'adore rencontrer les gens. Et évidemment, vivre les événements historiques. Au lieu de le lire dans un livre... je le vis et je verrai mon fils lire des livres d'histoire et la photo, ce sera la mienne. Une fois, moi, j'avais pas d'argent, pas qu'une fois d'ailleurs, et donc le soir, quand j'étais en France, je livrais le New York Times. Donc j'avais une camionnette tube et j'allais à la poste principale, je récupérais les énormes paquets du quotidien américain que je mettais dans le truc, et j'allais déposer ça à des points de vente partout. Et un jour, la une du New York Times que je livrais, c'était une photo à moi. Et j'étais en train de livrer les journaux pour me faire un peu de fric pour payer le reportage suivant. Et j'avais dit ça à des chauffeurs à la poste. J'avais dit, tu sais, la une là sur Colwezi, c'est moi qui l'ai faite. Je disais, tout à fait, bien sûr, espèce de mytho. Ouais. Mais bon, c'est une passion, c'est une façon de vivre, et
Et on n'oublie pas, tu sais, moi, Antonio Giestas, soldat portugais de 24 ans au Mozambique pendant 1 an. Il fait 2 ans de guerre. Moi, je le rencontre, et pendant 1 an, on fait des opérations ensemble sur la piste de Mueda, ce qu'ils appelaient la piste de l'enfer, au nord du Mozambique. Dans la savane, là, des combats et quelquefois un peu de brousse. Il avait 24 ans. On se voit toujours aujourd'hui. On n'oublie pas ces gens-là, on a vécu les choses. Tu vois, la guerre, c'est un révélateur de l'être humain, un révélateur de plein de choses. Les amitiés peuvent se faire en 10 minutes. Et des amitiés qui vont durer 20 ans, 30 ans. Le mensonge se voit tout de suite. Le Rambo bidon se voit tout de suite. Si tu veux le monde de la paix, tu peux avoir un masque. Mais les masques tombent, là. Et c'est aussi ça qui intéressait Pierre. Et qui m'intéresse moi. C'est là où il en a voulu à Diab, c'est quand il a cru que son masque allait tomber. Et parce qu'il l'a vu sur des hommes formidables. Et à un moment donné, j'ai été invité par la télévision vietnamienne pour parler de tout ça. Et ils m'ont amené à Béatrice, la vraie colline, mais qui est un peu solidifiée. Et la présentatrice était habillée en tenue de soie fendue, avec les longs cheveux noirs, avec des dessins de fleurs, tu sais, en soie comme ça, un peu à la chinoise, très belle, et qui marchait devant moi dans la tranchée. Et j'avais envoyé ça à mon oncle Luciani en disant, t'as vu, hein, les Viettes, ils ont repris Béatrice, mais c'est encore plus dangereux que le Viet Minh, là, parce que t'as vu la gueule de l'ennemi, là. Elle est redoutable, elle. Il s'est barré. Puis c'est des histoires d'hommes extraordinaires, parce que mon grand-père a adopté un Russe. Adopter, c'était une façon de parler à l'époque. Ils sont blessés ensemble en 14. Ou en 16, je sais plus. Et c'est un orphelin russe qui était en prison à 15 ans, je crois, un petit voleur, orphelin, couvert de boue. Et il est jeté en prison dans la même cellule que Maxime Gorky, l'écrivain poète russe, qui lui apprend à lire et à écrire. Et il lui parle de poésie, d'écriture, etc. Il l'éduque. Quand ce petit Russe est libéré, il s'engage à la Légion. Mon grand-père le rencontre en 14, ils sont blessés ensemble. Il perd un bras, le Russe. Il a fini colonel à la Légion étrangère, ambassadeur de France avec le titre, gouverneur du Levant. Il y a une promotion, il y a une promotion Luciani à la Légion, mais il y a aussi une promotion Peshkov. Et Peshkov, je l'ai rencontré, c'était un petit mec avec un monocle, marié 7 fois, grand séducteur, qui avait un rire magnifique et qui racontait des histoires, mais complètement incroyables sur cette époque. Il y a une photo de lui sur son cheval blanc avec tous les geleurs qui marchent dans les dunes derrière lui. On croirait un tournage de film. Tu vois, et c'est ça encore, là encore, je me heurtais à l'histoire. C'est absolument extraordinaire. Donc moi, j'ai cette chance d'être tombé dans la potion magique tout de suite. J'ai eu autour de moi des gens qui ont fabriqué notre histoire, en fait. Et qui savaient la raconter. Ouais, ce qui est peut-être encore plus important. Bah oui, parce que t'as des mecs qui vont te raconter la bataille de Waterloo avec le rythme d'un robinet d'eau tiède, tu vois. Écoute, merci pour leur faire hommage aujourd'hui et merci pour ces images qui sont incroyables et on a plaisir à les publier et les mettre en avant. J'espère que ça... Bah écoute, j'espère qu'il y aura des jeunes qui à un moment donné décideront d'aller au bout de quelque chose, quoi, et puis qu'on arrête de critiquer systématiquement les mecs en uniforme, quoi. Ça, faut arrêter ce genre de truc. Il faut pas non plus être militaire, mais ça va, c'est un métier. Enfin merde, si jamais on a un problème, qui va être devant. Il y a aussi des belles histoires là-dedans. J'en ai marre de ce cloisonnement, en fait. Il faut enlever ce cloisonnement. On a une histoire, elle a eu lieu, elle est racontée par la fiction. J'ai la chance d'avoir fait Dien Bien Phu, d'avoir eu l'ordre de Lénine plusieurs fois. Mais blague à part, c'était extraordinaire de voir que ces hommes se sont battus comme des lions pour l'honneur, en fait.
Alors ça paraît totalement démodé aujourd'hui, mais les modes, elles reviennent. Hein. Ah, moi, j'ai gardé mon pantalon patte d'éléphant. Hein. Écoute, merci Patrick pour ce témoignage. Et on te retrouve dans un autre Ça pas du tout qu'on a pu faire ensemble. Pardon. On se retrouve dans un autre podcast qu'on a pu faire ensemble il y a quelques temps et j'invite les auditeurs à aller l'écouter parce que tu parles de l'Ukraine, tu parles de plein d'autres choses. Donc, merci pour tout ce partage. Je t'en prie.